Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Marion Boiramé Coach. La semaine dernière, pas de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai pas eu le temps. Mais cette semaine, il y a une nouvelle vidéo et la thématique, c'est ça. Je me représente à vous, je m'appelle Marion Boiramé, je suis coach de vie, coach en parentalité. J'accompagne les parents afin qu'ils acceptent au mieux leur parentalité, afin qu'ils acceptent au mieux leur façon de gérer, mais également pour donner quelques conseils, quelques astuces pour mieux vivre sa parentalité et plein d'autres choses. Je ne vais pas tout vous décrire dans cette vidéo, ce n'est pas le but, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, n'hésitez pas à aller voir ma page Instagram, mon site internet et ou mon LinkedIn. La nana est partout. En attendant, aujourd'hui, donc j'ai décidé de parler de tout ce qui peut se passer dans la tête d'une maman et qui peut nous faire péter littéralement un câble. Je ne reviendrai pas sur cette idée de charge mentale épuisante et éreintante. Si, bien sûr, je vais y revenir, elle n'a pas le choix, sinon ça ne serait pas du tout cohérent avec la vidéo du jour. Mais ce que je cherchais à mettre en place dans cette vidéo, c'est de se rendre compte que tout n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on parle de la charge mentale, mais en soi, même si on sait un petit peu ce que ça veut dire, on n'a pas tout le complément de cette charge mentale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une maman? Tout simplement, déjà dans un premier temps, c'est une femme avec des hormones qui a un cycle mensuel. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Tu vas nous parler de ça? Peut-être, mais on l'oublie bien souvent, c'est que nos ressentis, notre façon de gérer les choses, notre façon de synchroniser les choses, notre façon de les penser, nos moments de colère, nos moments de joie, nos moments de tristesse, sont gérés, générés par un travail qui arrive sur notre cycle menstruel, nos hormones et beaucoup d'autres éléments qui sont extérieurs à nous. Et pourquoi c'est très important? Parce que si vous commencez à vous interroger et à vivre avec ça en le prenant en compte dans votre vie, justement, il sera beaucoup plus simple d'arriver à comprendre, d'arriver à trouver des systèmes, trouver des astuces au quotidien pour accepter vos moments de down et pour valoriser vos moments up. Down quand vous n'êtes pas très bien et up quand ça va un peu mieux, quand vous êtes un peu plus au taquet. Vous avez toutes remarqué qu'il y a des moments dans le mois où vous ne savez pas pourquoi vous avez un regain d'énergie. Et bien ça, c'est totalement normal. Et vous avez remarqué également, ça va dépendre beaucoup de chaque type de femme, qu'il y a des moments, soit avant les règles, soit pendant les règles, soit juste après les règles. Parce que même si les règles scientifiques disent à peu près quand est-ce que ça arrive au niveau du cycle, on est toutes différentes. Il y a des moments, soit avant, soit pendant, soit après, où on va ressentir des moments de fatigue intense, des moments de stress intense, des moments de tension intense, qui vont modifier notre façon de faire par rapport à d'habitude quand on se sent totalement bien. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais revenir et qu'on ne prend pas assez en compte. Je tiens justement, par contre, à faire un petit attention parce que, bien évidemment, ne dites jamais à une femme, quand elle est énervée, que cette fameuse phrase qu'on entendait beaucoup, enfin en tout cas moi à l'époque, de t'es énervé, t'as tes règles, là ça y est, t'as tes ragnagnas. Ne dites jamais ça à une femme parce que vous comprenez bien évidemment, le premier point de ma vidéo, c'était qu'on avait donc un cycle qui jouait sur notre psychologique, et ça c'est scientifique. Mais il n'y a pas que ça. On peut être énervé sans son cycle, on peut être énervé pour des choses qui nous énervent. Et arrêter de faire croire qu'il n'y a que les femmes qui s'énervent. Ça, ce n'est pas vrai. Et c'est beaucoup trop facile. Ça rappelle à une très ancienne époque où vraiment c'était assez vilain, où chaque maladie, à partir du moment où elle touchait les femmes, était considérée, je fais du gros, hein, d'accord, était considérée comme de l'hystérie féminine, dont des maladies totalement reconnues à l'heure actuelle. Je pense par exemple à la fibromyalgie, qui à une époque était considérée comme de l'hystérie féminine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, petit point histoire, il y a beaucoup de femmes et certainement d'hommes qui ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques à une époque parce que les maladies, les hormones, tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas comprises, où les recherches n'avaient pas forcément avancé, et donc pour eux, c'était systématiquement traité comme des cas de psychiatrie. Mais heureusement pour nous, tout ça a changé, et non, je ne suis pas folle. Mais il faut vraiment prendre en compte ça pour évoluer. Et c'est pour ça que je trouve dommage que des fois à mes mini-conférences, il n'y ait pas plus d'hommes, parce que comprendre ça, comprendre comment fonctionnent les cycles, comprendre comment fonctionne le système psychologique à travers ça, ça peut permettre d'aider beaucoup de couples. Et du coup, de structurer la vie de famille
pas autour de la femme ou autour des femmes, hein, parce que voilà, il y a la psychologique de l'homme, mais au moins de comprendre un peu comment ça fonctionne, d'améliorer la communication et de pas hésiter à communiquer justement quand on a des moments down, de dire bah voilà, là je suis pas bien, et que bah, votre conjoint comprenne que bah, c'est pas forcément un manque de sommeil, que bah, c'est juste votre corps qui pompe plus d'énergie par rapport à son système hormonal, plutôt que de créer une tension. Je parle d'un cas totalement concret que je connais bien. Voilà, vous vous couchez un peu plus tard, le lendemain vous vous plaignez de fatigue, et votre mari vous dit bah t'as qu'à te coucher plus tôt. Sauf que il n'y a pas que ça qui crée de la fatigue, il n'y a pas que ça qui crée de l'énervement, et ça peut déjà commettre un petit problème de tension dans le couple, juste parce que y a une méconnaissance du système de l'autre. Et ça, c'est vraiment pour moi important dans la vie de couple et du coup dans la vie de parents, de ne pas hésiter à en parler. Donc dans la vie de couple pour ce que je viens de dire là, et dans la vie de parents, bah, tout simplement pour informer vos enfants, garçons et filles, que bah, nos systèmes hormonaux, notre corps peut nous faire déclencher des moments moins bien, des moments au mieux, et que c'est pas grave et qu'il faut l'accepter. Et en ayant conscience de ça, il ne faut pas hésiter à se renseigner rapidement sur les réseaux, enfin à aller voir les bonnes personnes, ou au pire aller voir un médecin qui vous expliquera comment ça fonctionne. Eh ben, ça va vraiment considérablement améliorer la communication au sein du foyer, parce qu'on se rendra compte qu'il n'y a pas que le physique qui compte, mais le psychologique. Et ça, j'ai envie de vous dire, la santé, ce n'est pas que le fait de ne pas être malade, la santé, c'est aussi le fait de se sentir bien ici. Et je pense que tous ceux qui regardent sa vidéo seront d'accord avec moi que on ne va pas toujours bien ici, mais on arrive souvent à le mettre de côté en se disant, c'est pas grave, ça va passer. Quel autre domaine peut faire péter un câble? Ben, c'est la gestion de la vie professionnelle et de la vie personnelle. C'est très compliqué parce qu'on est encore dans un monde, et j'en parlais sur mon live de samedi, où il faudrait être un parent qui travaille comme s'il n'avait pas d'enfant, et être un parent qui est parent comme s'il n'avait pas de travail. Donc c'est officiellement pas possible, parce qu'en général, et je ne dénigre absolument pas les papas et les mamans au foyer, je vous fais d'ailleurs des bisous, il faut savoir que on peut pas faire semblant de ne pas avoir de famille, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir de travail. Donc à un moment donné, et là c'est vraiment quelque chose d'important, si on se laisse submerger soit par son travail, soit par sa vie de famille, effectivement, on se retrouve déstabilisé et on croit que l'un ne peut pas aller avec l'autre. Comme je vous le dis régulièrement, donc c'est un truc qui énerve, comme je vous dis régulièrement, la possibilité, et j'aime bien utiliser le principe du camembert pour vous l'expliquer, que ça soit sur méthode stop and go ou en suivi au cabinet, c'est que il faut juste être vrai et franc avec vous-même. Tout simplement, si vous souhaitez développer votre vie professionnelle, eh ben c'est simple, il faut juste que vous l'acceptez réellement, et que du coup, que vous rééquilibriez votre vie par rapport à votre camembert qui, je le répète, met en place votre vie perso, votre vie de couple, vos enfants, vos tâches ménagères, vos tâches administratives, voilà. Redistribuer ce camembert, en discuter avec les gens qui partagent votre vie, vos enfants, votre conjoint ou pas si vous êtes célibataire, expliquer ce que vous souhaitez, voir avec votre nourrice, la crèche, peu importe, voir comment l'organisation peut se faire pour que vous puissiez développer votre partie professionnelle, ou pour que vous puissiez développer votre partie enfant selon vos désirs. Mais tout ça, ben, ça se réfléchit, ça se calcule, et à partir du moment, au départ, quand on change son équilibre de vie, c'est compliqué, mais dès qu'on reprend des habitudes et qu'on arrive à développer ce qu'on souhaitait, l'objectif qu'on souhaitait, tout en ayant pris en compte sa vie familiale, en ayant réattribué les rôles et les places et le temps qu'on accorde, le temps qualitatif, ben ça se passe bien. Mais il faut prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que si vous décidez de demander une augmentation et de prendre du temps parce que vous souhaitez un poste supérieur au travail, par exemple, ça va être l'exemple le plus simple, mais qu'à côté, vous en parlez vite fait à votre conjoint ou vite fait à vos enfants, et que ça vous demande énormément de temps, ce qui va se passer, c'est qu'eux ne vont pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris le projet. Ils n'ont pas compris qu'en fait, vous avez besoin, vous avez une nécessité, parce que c'est un objectif pour vous, que ça vous fait plaisir, que vous avez besoin de temps pour faire ça, et du coup ça crée des discordes, tout simplement. Tandis que si vous prenez le temps d'expliquer, au départ les gens peuvent se dire oh non mais moi j'ai pas envie que tu fasses ça, j'ai pas envie d'avoir moins de temps avec toi, mais vous leur donnez la possibilité de donner l'information, de décuber un peu l'information, et du coup de l'accepter et de comprendre pourquoi vous faites ça.
Et ça, c'est une bonne chose. Tandis que quand on commence à plus travailler parce qu'on a un objectif et qu'on en parle très peu à sa vie de famille, derrière, les gens comprennent pas forcément. Et c'est pas qu'ils vous aiment pas ou qu'ils n'ont pas envie que vous réussissiez. C'est juste que si vous les informez pas de quels sont vos projets, bah forcément, eux, derrière, ils subissent et ils le vivent pas avec vous. Et c'est là qu'est la problématique. Faut pas faire subir ses choix, faut en parler, éventuellement trouver des solutions, faire comprendre que les objectifs qu'on a personnellement sont très importants et vont permettre de développer une vie de famille et un bien-être collectif et vraiment trouver des solutions. Mais ne pas imposer, vraiment c'est la pire des solutions. Et pareil dans le sens inverse, si vous avez décidé de moins travailler parce que vous sentez que ça se passe pas bien au travail, que vous voulez prendre un 80%, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à en parler, restructurer, voir comment on rééquilibre les choses. Tu travailles moins, bah peut-être voilà, on va moins avoir une nourrice pour, vu que tu vas gagner moins d'argent, etc. Comment on rééquilibre tout ça? Et tout ça, c'est possible. Si vous avez besoin d'un suivi là-dessus, comment travailler moins et rééquilibrer sa vie administrative, de famille, de gestion pour que ça soit possible, mais c'est pareil, vous pouvez venir me voir, avoir un rendez-vous gratuit et qu'on en parle. Moi, je suis passée en 80% à la naissance de ma troisième fille et j'ai dû rééquilibrer ma vie et ma gestion, mes objectifs financiers, parce que c'était un choix pour moi de choisir, de dépendre, voilà, de prendre plus de place sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. Donc ça, c'était le deuxième point. Le deuxième point, c'est vie professionnelle, vie personnelle. Voilà ce qui peut nous faire exploser. Alors le prochain point va vous rappeler un peu la charge mentale, mais en gros, c'est le fait d'avoir le sentiment de tout faire soi-même. Bien évidemment, quand vous rentrez à la maison, si vous avez des horaires différents de celles de votre mari, c'est comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas à communiquer pour voir qui fait plus, qui fait quoi, comment sont divisées les tâches. Parce que si vous rentrez à 17h tous les jours et que votre mari rentre à 19h tous les jours, il va y avoir un fossé qui va se creuser. Soit vous décidez de faire garder vos enfants en périscolaire pour pouvoir faire les tâches que vous souhaitez à la maison sans avoir à gérer vos enfants. Et ça, je le répète, ce n'est pas une honte de faire garder ses enfants en périscolaire quand on a des tâches à faire à la maison. Ça vous permet de les récupérer par exemple plus sereinement 1 heure après que ce que vous auriez fait normalement, mais au moins vous êtes serein, vous avez fait vos tâches. Pour ceux qui pensent que c'est honteux de faire ça, sincèrement, il est bon pour son bien-être psychologique de pouvoir faire des tâches sans avoir la sensation de ne pas bien s'occuper de ses enfants. Donc, vraiment, si vous avez besoin de 7 heures, par exemple, vous pouvez décaler le périscolaire. Si pour vous c'est inconcevable, trouvez des activités structurées, préparées, un peu comme un batch cooking, c'est-à-dire une préparation des repas le dimanche. Eh bien, le dimanche, à un moment donné, ou le samedi, ou à un moment, une soirée dans la semaine, vous préparez des activités à leur faire régulièrement et qui s'installent rapidement pour que vous puissiez les occuper sur un temps donné et que vous puissiez faire vos tâches. Après, si vous souhaitez d'autres solutions, comment apporter de l'occupation aux enfants, pareil, n'hésitez pas à me contacter, à prendre votre rendez-vous gratuit et on pourra avoir un suivi personnalisé sur cette thématique. Donc le troisième point, le fait de sentir qu'on est soutenu ou pas soutenu. Et là, le quatrième point découle de cela, les disputes et les désaccords sur l'éducation des enfants. Et là encore, c'est quelque chose qui peut faire exploser les neurones parce que, en général, vous remarquerez que ces prises de tête, elles se passent en fin de journée, sur un moment charnière de la journée, c'est-à-dire le fameux 18h-21h. Je dis 18h-21h parce que pour moi, c'est vraiment l'heure entre les devoirs, le rangement, la préparation des repas, les douches, les bains, les mises en pyjama, les lectures du soir, les rituels pour ceux qui ont des rituels, le rangement de la cuisine, etc. 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 18h, 21h, c'est une heure où vous savez, vous les parents, que c'est vraiment pas le moment d'être contacté par quelqu'un pour passer un coup de bigophone hyper important parce que vous n'êtes pas en mesure de le traiter. Donc je parle bien évidemment aux parents qui ont la possibilité d'être là de 18h à 21h, mais ça peut être un autre créneau horaire selon votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Mais c'est un créneau assez important. Et là, il crée souvent de la dispute et de la discorde parce que si le parent arrive plus ou moins tôt, il y en a un qui peut être plus agacé, plus fatigué et le fait que l'autre, par exemple, grogne du comportement du premier parent, du type c'est bon, il y en a marre maintenant, arrêtez de crier. Et l'autre qui fait un en réaction au comportement du premier parent, ben, très très vite, ça peut créer
des petites tensions. Donc vraiment, conseil pour éviter qu'il y ait cette explosion et ces crises de nerfs et éventuellement des disputes à ce moment-là, soutenez-vous. Et si vous êtes dérangé par le comportement de votre conjoint, gardez un peu en vous et vous échangerez plus tard. Parce que c'est vrai que quand un conjoint est sur cette période 18-21 heures, que vous arrivez entre-temps, ou vous arrivez plus tard, et que vous donnez un commentaire, même si pour vous il ne vous semble pas méchant, mais qui du coup pour le premier parent fatigué, il semble totalement déplacé, vous allez créer de la tension. Si vous n'êtes pas d'accord, ok, vous n'êtes pas d'accord, mais gardez l'info, vous en reparlerez après, une fois les enfants couchés, la pression redescendue, et vous verrez, ça limitera les disputes. Vous serez peut-être pas en accord, mais au moins vous serez plus apte à échanger et être dans un dialogue ouvert plutôt que dans un dialogue totalement fermé de disputes où en plus on est encore dans la situation de la tension de 18-21 heures. Donc ça, c'est une des raisons également qui fait qu'on peut exploser. Une autre raison qui peut faire qu'on peut exploser, c'est l'attente qu'on a sur le moment où on rentre à la maison. C'est-à-dire que si l'un des deux conjoints finit plus tôt est à la maison, c'est le principe de la vidéo du poulet qui a fait 1 000 vues sur mes réseaux. Mais c'est en gros, je rentre à la maison, il est tard parce qu'aujourd'hui il était tard, il est 21 heures. Et je me rends compte qu'en arrivant à la maison, la table n'a pas été débarrassée, il y a du bordel absolument partout. J'ai pas à manger moi, parce qu'on m'a pas laissé à manger. Enfin bref, ça peut aller d'un degré variable à l'autre. Et, euh, et en fait, bah ouais, c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé à une époque, je travaillais dans une entreprise commerciale où je terminais tard le soir et c'est mon mari qui gérait les enfants une semaine sur deux parce que j'étais de matin et d'après-midi. Et il y a des soirs où je rentrais à la maison et c'était Beyrouth, quoi. Donc effectivement, là, à ce moment-là, il est difficile et c'est pour ça toujours, vous allez me dire, Marion, t'es redondante là-dessus, mais la communication, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça, la communication avec votre conjoint et la communication avec vos enfants. C'est-à-dire, ben voilà, moi, il m'est arrivé de dire à mes enfants, si vous ne rangez pas régulièrement, et je vous parle pas d'être maniaque et vraiment ranger au cordeau, mais si vous rangez pas régulièrement, ben, le soir, avec la fatigue, il peut s'avérer qu'un jour, je décide de prendre une panière, que je mette tous les jouets que je trouve un peu partout et que je vous les confisque à un temps donné, parce que, euh, parce que moi, je viens pas ranger les couteaux et les fourchettes sous votre oreiller et j'ai besoin aussi d'avoir un espace de vie qui est un espace de vie collectif et ça c'est très important de leur mettre en avant. C'est-à-dire que moi je suis beaucoup moins demandeuse et beaucoup moins dans, dans la perfection au niveau de leur chambre où je leur accorde vraiment, il arrive voilà une fois par mois qu'on range un peu plus profondément pour vraiment passer un gros coup d'aspi et tout, mais je leur laisse vraiment une liberté d'expression. Et dans les pièces communes, c'est vraiment de toute façon tout l'argumentaire que j'ai avec mes enfants, c'est de leur dire tout ce qui est commun à nous cinq, c'est un espace qui doit être respecté. Et vous le verrez, que ça soit dans les ludothèques ou dans les centres aérés, à l'école, c'est ça le principe. On est dans un espace en collectivité, donc chacun range sa petite activité pour qu'on puisse partager cet endroit. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Donc je leur ai expliqué avec des images plus ou moins drôles, mais en tout cas je leur ai expliqué que cet endroit, étant un vide partage, eh ben, il ne fallait pas le souiller, le laisser dans un bazar, parce que au bout d'un moment, c'est une personne qui range. Et vu que c'était moi la personne qui rangeait, je leur disais si je range, je le confisque. Parce que je considère que du coup, vous ne voulez plus des affaires que vous avez laissées là, étant donné que vous n'avez pas envie de les mettre dans votre chambre. Après, chacun a ses principes d'éducation. Mais au fur et à mesure, ça a permis de limiter ses conséquences et puis après de communiquer avec le conjoint pour voir qu'est-ce qui est possible de mettre en place, éventuellement de préparer un repas en avance ensemble pour que le soir ça aille plus vite au moment de la préparation des repas, que chaque personne débarrasse son assiette pour éviter qu'on se retrouve dans la circonstance où tout reste sur la table et qu'il n'y ait qu'une personne qui range. Et voilà, toutes ces petites thématiques. Si également vous avez besoin de savoir comment faire pour descendre la pression, être sur l'acceptation de soi, sur la diminution des demandes de performance et de perfection que vous avez, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous gratuit qui se situera sur la description. Cette vidéo est finie aujourd'hui. Vous allez me dire, mais il y a encore plein de choses qui peuvent nous faire péter un câble. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que j'ai abordé des thèmes qui sont plus ou moins importants. J'hésiterai pas à revenir sur une autre vidéo sur cette thématique du parent qui explose, littéralement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie de vous avoir retrouvé cette semaine. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, vous êtes des super parents. Ciao.